tous, on se retrouve ensemble pour un nouveau CQFR. On commence, Shai, par une mauvaise nouvelle pour les Los Angeles Clippers. Une fois de plus, Kawhi Leonard ne sera pas au rendez-vous du coup d'envoi de la saison. Une fois de plus, l'incertitude autour de l'état de santé de Kawhi Leonard. Toujours son genou, inflammation du genou, je ne me souviens plus si c'est le droit, pardon, genou droit pour Kawhi Leonard. Une inflammation et donc du coup une absence durée indéterminée. On n'a pas plus d'infos, mais on sait juste qu'encore une fois, voilà, je le répète, les Clippers vont jouer sans Kawhi Leonard, peut-être pendant un bon bout de temps. On savait qu'il allait manquer le début a priori, parce qu'il y avait, on avait appris qu'il y avait eu une petite rechute pendant sa participation au tout début du camp de Team USA. C'était pas très clair au début, mais les Clippers ont communiqué dans ce sens-là déjà il y a quelques temps. Là, ils ont interrogé Tyronn Lue, ils ont interrogé tout le staff et ouais, c'est la durée indéterminée, quoi. C'est l'absence de deadline qui est visée, tu vois. Enfin, pour toutes les blessures. Tu vois, on parlera peut-être rapidement de celle d'Isaiah Hartenstein tout à l'heure. Même si on ne sait pas comment va guérir le mec, ils se disent c'est entre 4 et 6 semaines de convalescence. Et après, tu vois qu'avec Kawhi, quasiment depuis le début de ses premières blessures, on ne sait jamais. Et là, il n'y a pas de date. Donc ça va dépendre de plein de trucs, de lui, comment il se sent, peut-être des résultats des Clippers aussi. C'est un peu déprimant et désespérant alors qu'ils l'ont prolongé. Ils espéraient sans doute pouvoir ouvrir la nouvelle salle avec lui sur le terrain, mais c'est pas le cas. Donc Tyronn Lue a dit, on l'a dit depuis le début, ça va prendre du temps pour lui, mais il va progresser parce qu'il fait les choses bien. Mais c'est un peu désespérant, quoi. Et puis après, je sais pas s'il faut réagir de manière aussi ferme et extrême que Kendrick Perkins qui dit qu'il doit arrêter sa carrière, mais on en parlait tous les deux juste avant. Tu me disais, je me demande si Perkins il a pas raison, quoi. Non, après je blaguais un peu, hein. Je blaguais un Ouais, petit mais peu, mais tu peux te demander. ouais, en fait, moi, Kawhi, c'est plus ouais, lui, le flou est ce qu'il y a le plus frustrant, quoi, parce que la répétition, c'est sans doute plus frustrant pour lui, pour nous en tant que médias, en tant que journalistes, parce que c'est de jamais savoir. La communication des Clippers sur le sujet de son camp, de Kawhi Leonard, c'est ce qui est un peu fatigant. Comme tu as dit, on ne sait jamais, on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Puis il y a toujours un peu le même discours de non, mais tout va bien, il fait les choses bien, il va revenir. Tu as l'impression que il est jamais vraiment, le problème n'est jamais vraiment adressé, donc ça peut être frustrant. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que voilà, encore une fois, les Clippers ne seront pas en position de jouer à pleine puissance, vont devoir se débrouiller, récupérer leur star par moment, on va savoir pour combien de temps. Comme tu l'as dit, on ne sait même pas quelles sont les conditions pour qu'ils reviennent ou pas. C'est un gars qui a raté déjà 179 matchs depuis qu'il a signé aux Clippers, c'est l'équivalent de 2 saisons entières. Est-ce que les Clippers avec James Harden en usage rate maximum, est-ce que ça peut ne serait-ce que se qualifier pour le play-in déjà? Parce que c'est une problématique. S'il manque 1 mois, 2 mois, 3 mois et que les Clippers ça clique pas, parce qu'un Harden ultra dominant avec la balle, on l'a déjà vu et ça fonctionne correctement. Hein. Avec Houston, il n'y avait pas de souci. Mais est-ce qu'il a encore la santé et le physique pour faire ça? Je me pose des questions. Et c'est pas une équipe qui peut se permettre de ne pas jouer les playoffs et d'attendre la draft. Leur premier tour leur appartient pas, il appartient au Thunder. Donc ce serait une catastrophe de ne même pas faire le play-in, tu vois. Après, je pense qu'effectivement, James Harden, avec les joueurs qu'il y a autour, il y a des bons joueurs autour, je pense que ce sera ça peut être pas ça peut le mauvais, faire. tu vois. Ouais. Ça sera pas mauvais. Mais en fait, t'as fait venir Kawhi Leonard parce que t'avais des ambitions et t'es jamais en mesure de les jouer parce que de toute façon, ton gars est jamais là, quoi. Et tu l'as reprolongé pour un montant conséquent et malheureusement il n'est pas là dès le début. Alors ce que je leur souhaite, c'est que ce soit l'inverse de la saison dernière où il avait très bien commencé la saison, il avait fait une belle saison régulière. Kawhi, c'est sur la fin que ça a craqué. Peut-être que là, s'il manque 1 mois ou 2 et qu'après il arrive à son niveau de forme et que c'est bon pour les playoffs, pourquoi pas. Mais c'est un peu déprimant pour les Clippers. Puis même eux, ils doivent se dire bon, on l'a prolongé, mais on ne sait pas quand il va jouer, quoi. Les Clippers qui justement d'ailleurs jouaient hier soir et qui ont gagné. Ils ont battu les Kings 113-91, 21 points de Miller. Un de leurs Jordan Miller, ouais. Jordan Miller, 24 ans. On peut enchaîner un peu sur les autres matchs, à part si tu avais vraiment quelque chose à dire sur le match des Clippers. Non, Batum était dans le 5. Batum titulaire, ouais. 13 petites minutes, un peu anecdotique, une belle passe en alley-oop pour Ivica Zubac, mais rien de très très marquant. Enfin, ce qui est marquant, c'est que les Kings ont encore joué avec leurs titulaires et ils ont encore perdu. Donc ils ont encore perdu, ouais. Alors, il n'y avait pas tous leurs titulaires, mais il y avait il manquait Fox. Il manquait Fox, mais il y a quand même Sabonis, DeRozan, bon. Ouais. Bon, on va attendre. Sabonis, il est à 24 points, 9 rebonds, 5 passes.
il doit avoir les meilleurs stats de la pré-saison, mais ils n'ont pas gagné un match. Ouais. Tiens, une équipe qui a enfin gagné, je suis désolé, on parlera de Dalton Connect après, mais les Nuggets ont enfin gagné un match pour le coup. Eux étaient aussi sur 4 défaites de suite. Alors, ils ont battu l'équipe B, voire C des Timberwolves. Ouais. Des Timberwolves qui étaient menés par Garza, qui a mis 29,9 rebonds. Du côté des Nuggets, un peu rassurant, il y a les 25 points de Murray. On se disait, tiens, il est un peu hors de forme, etc. Et il y a surtout les 33 points de Julian Strother, ouais. de sophomore, pardon. Que j'aime bien. J'en attendais un tout petit peu plus la saison dernière en sortie de banc, mais c'était quand même, pour une première saison, c'est compliqué. Mais bon, tu vois, c'est un match où Jokic il a mis 4 petits points en 28 minutes. Ils n'ont pas trop eu besoin de forcer. C'est histoire de prendre la confiance et de ne pas finir sur un 0 pointé en pré-saison. Et pour Murray, c'est bien de réussir un match correct dans la pré-saison parce que c'était un petit peu inquiétant. Enfin, après, ils battent de peu une équipe des Wolves où, à part Rob Dillingham, il n'y a aucun mec qui va jouer cette saison sur l'équipe des Wolves. Très probable. Alors qu'eux, ils ont quand même Jokic, Murray, Brown, Porter Jr., Gordon, Saric, Westbrook. Tous ces gars-là ont joué quand même. Bon, après, c'est de la pré-saison. Allez, on passe au carton de la soirée. C'est celui de Dalton Connect. 35 points pour le rookie des Lakers qui était on fire. Il a mis 19 points de suite. Les Lakers qui ont battu les Suns 128-122 après prolongation avec donc un excellent Dalton Connect. Incroyable. Enfin, il va vite devenir le chouchou des fans s'il joue comme ça. Je vais commencer par la nuance, par le tout petit bémol, parce qu'après, je vais le dire quand même que ça m'a impressionné, mais l'énorme coup de chaud, et puis notamment en prolongation, c'était contre, là, pour le coup, tous les remplaçants des Suns. Il n'y avait plus KD et compagnie sur le terrain. Il n'y avait pas les titulaires. Ça n'empêche qu'il a quand même été hyper impressionnant, parce que sur les 35 points, en fait, à 1 minute de la fin, les Suns mènent encore de 6 points. Et là, prend les responsabilités, il met 2-3 points, il arrache avec un tir à 3 points par-dessus Bol, ce qui est quand même pas facile d'un point de vue technique. Il arrache la prolongation et derrière, il enchaîne les points, les paniers à 3 points. Enfin, il en met 19 de suite, je crois, pour finir avec 35 points. Donc il a, pareil, zéro stress. Il était agressif, il a pris ses tirs. S'il est comme ça pendant la saison, ça fait un 6e homme de luxe, parce que c'est un rookie, mais c'est un mec qui a quand même un peu de vécu universitaire. Et, il découvre pas. Il est prêt. Je pense que c'est ça. Et ça va dans le sens de ce que disent les Lakers depuis le début, depuis qu'ils l'ont drafté, c'est que c'est un mec qui est justement prêt et qui peut apporter tout de suite, qu'ils n'auront pas besoin de développer, qui est déjà prêt dans ce rôle-là. Parce que, alors, c'est pas un mec qui fait beaucoup de passes, mais c'est vraiment un scoreur, un shooter. Tu lui files la balle et il envoie, et c'est très bien. Et Redick, ça lui plaît, je pense. Ouais, il y a des tirs hier, il regarde à peine le cercle, quoi. Il y en a un sur une remise en jeu dans le corner. Juste il se lève, allez bim, ça rentre, tu sens qu'il est en pleine confiance. Théo disait une fois, c'est le genre de joueur que Redick va vouloir faire jouer, tu vois, il y a forcément une similitude avec son coach, il y a des rapprochements. Connect, il va juste courir, prendre des écrans, sortir, réceptionner, tirer. Il y a des matchs comme ça où il va faire des cartons. Et oui, c'est une bonne pioche pour les Lakers, mine de rien. De toute façon, c'est toujours bon de prendre des rookies prêts. Les franchises, des fois, ratent un peu l'occasion de miser sur des mecs qui sont déjà prêts, mais pour le coup, ça paye assez souvent. 2 points, 5 rebonds, sinon pour Armel Traoré, qui jouait pour les Lakers. Victoire d'OKC contre Atlanta, 104-99, avec 15 points de Chet Holmgren, 15 points aussi d'Ousmane Dieng, 15 points, 8 rebonds pour Ousmane Dieng, qui a été bon en sortie de banc. Fait plutôt une bonne pré-saison, Ousmane Dieng, peut-être on espère qu'il va gagner sa place dans la rotation. En tout cas, après, c'est vrai que Wiggins a peu joué. Est-ce qu'il va réussir à passer devant Aaron Wiggins sur le début de la saison, ou est-ce que Taylor Jenkins, Marc Daigneault va tout de suite se tourner vers un peu la même rotation que l'an dernier? Surtout qu'il y a eu une mauvaise nouvelle du côté d'OKC, c'est la blessure d'Isaiah Hartenstein. Tu avais commencé à en parler, blessé à la main, et là 5 à 6 semaines déjà minimum d'absence, quoi. Ah, ça fait mal. Enfin, il s'est fait une fracture à la main. Alors, c'est non-displaced fracture, donc c'est pas la plus grave. Et en général, c'est 4 à 6 semaines avant d'être réévalué. Donc, pareil, si on veut prendre le côté positif, c'est qu'il vaut mieux que ça arrive maintenant plutôt qu'à un mois des playoffs, clairement. Mais ça casse un peu ce que le Thunder avait prévu pour le début de saison. C'est une recrue très très importante qui remplit un besoin qu'ils avaient clairement à l'intérieur. Donc c'est un peu dommage et décevant. Mais bon, c'est pas un truc au genou, c'est pas un truc inquiétant, c'est une fracture, c'est pas de bol. Et il va revenir, je pense que c'est un mec dur.
Je veux juste voir ce que ça va donner, si ça a un impact au niveau du début de saison pour OKC, parce que je pense qu'il était vraiment, il allait avoir un temps de jeu conséquent et il était attendu par le Thunder. Donc, faut voir comment ils vont combler son Après, absence. l'avantage, c'est qu'au final, ils savent déjà jouer sans lui. Mhm. Il y a déjà du monde. C'est-à-dire que l'an dernier, il y avait déjà une rotation à l'intérieur avec Holmgren et Williams. Je pense qu'ils vont juste repartir sur les bases de l'an dernier. Ça fera un peu plus de charge pour Holmgren. Voilà, on se doute qu'ils ont envie de l'éloigner parfois un peu du cercle aussi, pour le ménager physiquement. En début de saison, il va devoir assumer. Et peut-être que Ousmane Dieng, du coup, vu que ça va jouer un peu plus petit, peut-être qu'il y aura une place pour Ousmane Dieng dans cette rotation. On verra. Mais bon, je m'inquiète pas non plus pour le Thunder comme toi. Je me dis, bon, c'est un petit setback, c'est dommage. Mais c'est un joueur, voilà. Ils ont appris à jouer sans lui de toute façon. Il n'y a pas de problème là-dessus. Du côté des Hawks, il n'y avait pas de Zachary Zaché. Hein. Je pense que sa pré-saison est terminée. Ouais. 31 points pour Kobe Buffkin, quand même, le sophomore. Ouais, j'aime bien. Les Spurs ont perdu contre les Rockets. Victoire de Houston 129-107. Il y avait Sidi Sissoko qui a joué pour San Antonio, qui a mis 15 points. 15 points de Sidi Sissoko. 16 points aussi du rookie Stephen Castle, que j'aime beaucoup. Ouais. Très tenté de le mettre parmi les candidats rookie de l'année. Peut-être pas dans le meilleur profil, mais à voir. Mais bon, et victoire. T'as pas envoyé tes pronos encore, donc tu te laisses. J'ai pas envoyé mes pronos encore. Ouais. Pour le rookie de l'année, c'est dur. Entre Zach Edey. On postera ça, je pense lundi, pour que vous voyez un peu qui a fait les pronos les plus. Qui pense quoi, qui a fait les pronos les plus débiles, qui a tenté des trucs de marginaux. Évidemment, c'est moi. Voilà. Les 30 points de Jalen Green, 21 points et 10 rebonds d'Alperen Sengun, c'est bien quand les deux brillent ensemble. Ouais. Et justement, Reed Shepard, qui était mon premier candidat, il fait pas une très belle pré-saison. Et là, il a que 2 points, 2 passes en 20 minutes. Ouais. Je pense qu'il sera très fort à un moment, mais il est pas, pour l'instant, il n'est pas dans le rythme. Non, disons qu'il a beaucoup plus brillé en Summer League qu'en pré-saison. Et... Il aura les opportunités, mais après, est-ce que les Rockets ont vraiment énormément besoin que lui marque beaucoup de points? Je suis pas sûr, donc c'est pour ça que moi je l'ai pas mis comme rookie de l'année. Mais non, mais il a quand même montré des bonnes choses là. C'est des matchs de pré-saison en contexte de match avec peut-être plus d'espace. Peut-être que ça le fera. Ouais, mais pas forcément besoin de marquer beaucoup de points. 10 à 11, ça serait déjà juste dans cette range. En fait, si tu joues proprement avec 5 passes, en étant le 6e homme de luxe d'une équipe qui fonctionne, tu peux être considéré comme le meilleur rookie, je pense. Dallas a battu Milwaukee 109-84. Première victoire de Dallas sur cette pré-saison avec un Klay Thompson qui était un peu mieux. Ça allait mieux. 3 paniers à 3 points pour Klay Thompson, 11 points, 6 rebonds, 14 points pour Kyrie Irving qui lui est venu en 19 minutes, il s'est baladé. Ouais. Et victoire du coup des Mavs. Contre l'équipe B des Bucks aussi, hein, pareil. Ça oui, pas... oui. C'est un peu ça, c'est le problème de ces matchs-là, c'est que parfois tu as une équipe qui vient avec l'équipe type ou presque, et l'autre qui il y a un jour ou deux a déjà fait jouer ses cadres et a pas envie de les solliciter, et du coup c'est un match très, très déséquilibré. Et l'autre match, c'est Charlotte qui a perdu contre Indiana 121-116. Victoire du coup des Pacers, 18 points de Miles Turner. Du côté de Charlotte, Tidjane Salin a été maladroit. C'est bien, ça illustre l'exemple que quand on avait parlé du podcast des Français. J'avais dit il y aura des jours où Tidjane Salin ça va pas rentrer dedans, et ça rentre moins dedans d'ailleurs depuis quelques matchs. Il prend beaucoup de tirs, mais là il était donc à 2 sur 11, 2 sur 7 à 3 points. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il a pris 14 rebonds quand même. Ça c'est si cette agressivité qu'il a toujours, il arrive il a pris du rebond. Ça partira pas. L'adresse, elle sera peut-être fluctuante, même si on peut avoir de bonnes surprises là-dessus. Hein, mais ça, je veux dire, ça partira pas, et il prendra quand même ses tirs. Tu vois, il arrive quand même à mettre 2 paniers à 3 points. Il n'est pas en échec total, et puis il n'a pas sur-shooté. Il n'a pas pris 21 tirs, tu vois, et il s'est arrêté à 11. Globalement, sa pré-saison reste hyper intéressante, au même titre d'ailleurs que celle de Moussa Diabaté. Hein, les deux ensemble, je crois vraiment qu'il peut se faire une place, parce qu'à chaque fois qu'il joue, franchement, là il a beaucoup joué, hein, il a joué 24 minutes, mais 11 points, 5 sur 5, 5 rebonds, 3 contre, 2 passes, plus 13 en plus-minus. Vraiment, ça peut être deux Français à suivre en même temps pour les Hornets si Diabaté a un peu de temps de jeu. Le problème de Diabaté, c'est qu'il est le 3e pivot de l'effectif. Il y a Mark Williams, Nick Richards. Pour l'instant, à chaque fois sur les matchs, tu vois, il y en a un qui est absent. Et c'est vrai qu'en saison régulière, est-ce que vraiment ça ira jusqu'au 3e pivot? Mais je pense comme toi, il a montré des choses. Il y a peut-être des moments où il sera lancé dans la rotation, ou si l'un des deux est absent, etc. Ouais. Il y avait une petite fin de match sympa quand même. C'était pas un match dégueu. Il y a eu une prolongation.
Ben Shepard d'Indiana qui arrache la prolongation sur une action à 4 points. C'était une belle fin de match. Yes. Allez, je te propose qu'on enchaîne un peu avec l'Euroleague en speed avant de faire Mhm. la ligue la ligue. Je suis fatigué aujourd'hui. La sélection des Bleus pour Ouais. la première sélection de Freddy Fotoux. Du coup, Paris s'est incliné de peu dans un match très long face au Bayern Munich. Victoire 109-107 des Allemands. Match serré. Paris qui passe pas loin de la victoire après son exploit contre le Panathinaikos. Je me souviens plus des stats. On a 22 points de TJ Short, 16 points pour Nadir Rifi. Voilà, du côté des Et Parisiens. TJ Shorts qui passe tout près d'arracher l'égalisation d'arracher à la la toute prolongation. fin sur un dernier. Enfin, c'était un match assez fou avec des replays vidéo interminables. Et le match, je sais plus combien t'as dit, 2h25, 2h28 de match, c'était assez fou. Ouais. Du côté du Bayern, 32 points de Carson Edwards et 27 points de Shabazz Napier. 21 points aussi pour Devin Booker. Alors, pas le Devin Booker des Suns, il fait pas double licence. Sache qu'en Allemagne, tu peux jouer ça existe. En Allemagne, tu peux jouer dans 2 clubs. C'est comme si à la fac, tu suis 2 cursus. Faut juste que tu joues, ouais. faut juste que tu sois pas dans la même ligue. D'accord, bah du coup, toi, tu peux jouer pour ton club et pour je sais pas, l'Alba Berlin, quoi, tu vois. Ouais, je pourrais, ouais. Si l'Alba Berlin. Ah, le Bayern Munich plutôt, ça fait un peu Le loin, l'Alba Bayern, Berlin. ouais. Ça fait moins de trajet quand même. mais techniquement, je pourrais, oui. Voilà, le message est passé auprès des dirigeants munichois. Le Real Madrid a battu le Panathinaikos 90-86. Du côté du Pana, 8 points, 7 rebonds pour Mathias Le Sort. Qu'est-ce qu'il y a eu comme match? Zalgiris a battu Milan 85-82 avec encore une fois belle perf offensive de Silva Francisco, 17 points, 6 passes. Fait vraiment un bon début de saison, Francisco. Moi, je le trouve depuis qu'il était rédacteur en chef du MOOC Small, je trouve qu'il est encore plus fort qu'avant. Je dis ça, je dis rien. Comme par hasard. Comme par hasard. Le Partizan a battu le Maccabi 91-79. Du côté du Partizan, il y a 12 points de Frank Ntilikina. Pareil, il commence à trouver son rythme maintenant en attaque. Ça fait plusieurs matchs de suite qu'il a plus de 10 points. Jalen Horde, 14 points pour le Maccabi. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme match? Le Fener a battu Alba Berlin 78-71. Et je crois qu'on a fait le tour pour les matchs d'Euroleague. On peut peut-être enchaîner avec la liste des Bleus de Freddy Fotoux. Première liste avec des jeunes. Ouais, bah, alors, c'est les listes donc pour les matchs contre Chypre, pour les qualifications, pour les éliminatoires du prochain Euro. Forcément, il n'y a pas les joueurs NBA, on le sait, donc il y a toujours des petites surprises, des petites nouveautés. Et là, du coup, pour sa première liste, il y a 5 joueurs qui n'ont pas la moindre sélection en équipe de France, dont 2 jeunes joueurs dont on a beaucoup parlé ces derniers jours et ces derniers temps, Nolan Traoré et Noah Essengue, qui avait fait une perf remarquée avec Ulm contre Portland l'autre jour. Et donc pour la liste, dans les petits nouveaux, si je ne dis pas de bêtises et si je ne me trompe pas, on a Nolan Traoré de Saint-Quentin, Noah Essengue qui joue à Ulm et des joueurs alors, pour certains du championnat de France, Brice Dessert à l'intérieur de Strasbourg, Jean-Marc Pansat à l'intérieur de la JL Bourg et Adam Mokoka, passé par les Bulls et Nanterre notamment, qui joue en Roumanie maintenant, mais qui a été pris pour la première fois dans la liste, poste 2. Et pour le reste, il y a un petit mélange entre des anciens comme Andrew Albici et puis une jeune garde quelque part. Il y a Paul Lacombe aussi qui est toujours là. Ouais. Je vais donner la liste par poste. En gros, pour les meneurs arrière, on a Albici, Hugo Benitez de Bourg aussi, Paul Lacombe, Adam Mokoka, Nolan Traoré. Pour les ailiers, Axel Bouteille qui joue en Turquie maintenant, Noah Essengue, donc Nicolas Lang toujours là, et Amin Noah qui joue en Espagne maintenant à Grenade. Et à l'intérieur, Brice Dessert de Strasbourg, qui est l'un des nouveaux, Jean-Marc Pansat, lui aussi des nouveaux de la JL Bourg, et Johan Makoundou et ses gros dunks d'Ankara en Turquie. Voilà pour la première liste qui est forcément un peu expérimentale. C'est toujours l'occasion pour des joueurs de se signaler en vue des grosses compétitions, parce que parfois il y a des joueurs qui sont récompensés pour avoir été là et pour avoir été bons quand les stars NBA n'étaient pas là. Yes, et puis c'est cool de faire la place un peu aux jeunes pour ce genre de qualif. C'est comme ça que Wembanyama s'était beaucoup montré aussi. Bah, bien sûr. Et puis là, Nolan Traoré 18 ans, Noah Essengue 17 ans, c'est beau de commencer aussi jeune en équipe de France. Yes. Je te propose qu'on s'arrête là-dessus. Je sais plus si on avait un dernier thème. Un tout petit truc. C'était parce que, histoire de faire un petit follow-up après hier, où on n'avait pas le top 10 des joueurs d'ESPN. Oui, c'est vrai, et on avait laissé planer le suspense parce que on le savait pas, parce qu'ESPN nous avait pas donné son top 10 des joueurs en début de saison. Tu veux que je te le donne? Si tu l'as, histoire qu'on puisse soit le commenter, soit juste l'approuver, hein, évidemment. 10e, Anthony Edwards.
9e, Kevin Durant. Ça fait bizarre, hein, c'est de voir Kevin Durant aussi bas, mais bon, on est en 2024. Ouais, ouais, c'est vrai. Là, c'est la 8e place, c'est là pour moi le plus gros point noir. C'est Joel Embiid, 8e. C'est un Français qui a fait qui a fait le top Il 10 spin. traîne vachement en compte l'état de santé. Hmm. 7e, LeBron James. On pourra du coup après commenter la place d'Embiid. 7e, LeBron. 6e, Curry. Curry devant LeBron, je pense que ça choque pas, ça fait un moment maintenant. 5e, Jason Tatum. Ok. 4e, Shai Gilgeous-Alexander. Je trouve ça justifié de le mettre 4. 3e, Giannis Antetokounmpo. Logique. 2e, Luka Doncic. C'est logique aussi, je pense. Et 1er, Nikola Jokic. C'est le trio qu'on avait. Qui était 2e l'an dernier, je viens de voir ça. C'était qui Ils en avaient tête? Giannis en 1. D'accord. Bah, Ouais. c'est le trio qu'on avait envisagé hier quand on avait dit c'est sans doute ça. Et après, par contre, j'avoue Avec que Shai en 4. ouais, je pensais pas qu'Embiid serait aussi bas parce qu'on avait dit Embiid top 5 quand même au minimum. Ouais. Les blessures, oui, ok, les blessures, mais 8 c'est bas quand même. Ou alors, est-ce que dans leur descriptif, est-ce que dans leurs critères, ils mettent, je sais pas, ils vont l'impact des playoffs sur ce classement, je sais pas. Mais ça, je trouve ça bas quand même. Hein. Je trouve ça aussi assez bas pour Joel Embiid. Je pense quand même que c'est un top 5 player en NBA. Tu vois, il peut même être 4, 5. Il n'est pas aussi loin de Giannis Antetokounmpo, par exemple. Après, c'est vrai que Curry, par exemple, a joué beaucoup de matchs l'an dernier, mais Curry aussi, tu vois, il y a des blessures par-ci, par-là. Alors, peut-être pas autant que Joel Embiid, mais il y a des absences. LeBron, il commence à y en avoir aussi. C'est clair que c'est pas comme Embiid, tu vois, mais ouais, je trouve ça un peu dur de le mettre derrière LeBron et Curry. Bah, c'est ça, LeBron peut sembler un peu haut, et je sais qu'il y a des classements où il était même plus dans le top 10. Il se situe, je pense, dans cette fenêtre-là quand même. Ça reste, malgré son âge et tout, c'est quand même encore un très 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 fort joueur. Mais ouais, le voir devant Embiid et presque même le voir devant un mec comme Anthony Edwards qui est sur une pente hyper ascendante quand même là, avec ce qu'il a fait avec Minnesota l'année dernière. 9e KD, est-ce que KD doit être derrière LeBron aujourd'hui, par exemple, tu vois? Je sais qu'il a perdu un peu en efficacité, mais ça reste un joueur quand même, je sais pas. Ouais. Bon. Oui, c'est pas simple non plus. C'est C'est un vrai, peu, t'as raison. c'est un peu de la sensibilité. Après, là, je pense que c'est des tranches très serrées, mais effectivement, ouais, la question se pose, est-ce que Kevin Durant, il est vraiment moins impactant que LeBron James aujourd'hui? Je sais pas. Après, pour LeBron, il y a toujours tout le truc autour qui fait qu'il y a une espèce de d'aura qui permet parfois d'être classé bien mieux que son éventuel niveau de jeu. Puis après, à l'inverse, il y a des jours où il y a des matchs où tu le vois jouer et tu te dis waouh, le mec est encore tellement chaud. Donc c'est un peu particulier. On va voir cette année, hein, on verra bien cette année comment il va. Donc ouais, il aura 40 ans en décembre, hein, c'est ça. Dans 2 mois, il aura 40 ans. Donc on va voir si la barre des 40, s'il la gère bien. Yes. Allez, on va s'arrêter là-dessus. On se retrouve demain pour le 6e CQFR de la semaine, celui où on répond à vos questions. Et lundi pour un nouveau CQFR avec la saison qui approche. Je le rappelle, le coup d'envoi de la saison régulière, c'est dans la nuit de mardi à mercredi. On retrouvera des CQFR beaucoup plus tournés sur le jeu, j'imagine. Donc voilà, donc on a hâte, même si je suis déjà fatigué pour être honnête. Yes, allez, bonne journée à tous. Yes, à plus, bonne journée. Ciao, ciao. Ciao.